Genève, mois de mars, l'an 1975. Sous les projecteurs éclatants du salon, une voiture tourne lentement sur son socle et dans son ventre bat un cœur que la France n'avait plus fabriqué depuis 40 ans. Un vrai moteur noble, un 6 cylindres en V entièrement signé Renault. La marque aux losanges promet à la nation un triomphe éclatant, une revanche attendue depuis des décennies. Et pourtant, cette merveille de mécanique va se faire cracher au visage par le pays même qu'elle devait remplir de fierté. Voilà le paradoxe qui va nous occuper pendant toute cette histoire, et croyez-moi sur parole, il vaut largement le détour. Car il faut bien mesurer ce que représente réellement ce moment précis dans l'aventure du losange. Depuis les somptueuses berlines d'avant-guerre, depuis les fastueuses Nervastella et Vivastella des années 30, celles qui promenaient les notables et les vedettes dans un ronronnement de haute couture mécanique, Renault n'avait plus jamais osé fabriquer de son propre chef un moteur à plusieurs cylindres digne de ce rang. 40 longues années de silence dans le haut de gamme. 40 années pendant lesquelles la Régie nationale avait humblement laissé le sommet du panier aux autres, préférant nourrir la France de petites voitures populaires et de familiales sages et raisonnables. Et voilà qu'en ce printemps 1975, l'entreprise débarque avec un véritable vaisseau amiral, une berline de prestige censée remettre le losange à la grande table, celle où l'on discute d'égal à égal avec les seigneurs de l'automobile. Le problème, mon ami, c'est le calendrier. Et là, il faut rire jaune, parce que le sort a manifestement un sens de l'humour particulièrement cruel. Ce moteur de rêve, ce 6 cylindres qui devait incarner à lui seul le renouveau de la grandeur industrielle française, arrive précisément au moment où l'essence vient de se transformer en or liquide. Un an et demi plus tôt, en octobre 1973, le monde occidental s'est pris le premier choc pétrolier en pleine figure. Une déflagration économique dont personne ne mesurait encore toutes les conséquences. Les prix du carburant explosent du jour au lendemain. Les Français découvrent avec effroi les files d'attente interminables devant les pompes. Le gouvernement supplie les automobilistes de lever le pied et va jusqu'à imaginer des mesures de restriction. C'est dans ce climat de panique généralisée, dans cette ambiance de fin d'un monde insouciant, que Renault ose présenter une grosse berline gourmande propulsée par un moteur naturellement assoiffé. Comment vous dire, on a connu meilleur sens du timing dans l'histoire de l'industrie. Mais avant de rire de cette maladresse spectaculaire, il faut absolument comprendre d'où vient cette voiture, parce que son histoire est bien plus tordue et bien plus douloureuse qu'il n'y paraît au premier regard. Cette Renault 30, immatriculée dans les cartons secrets sous le nom de code 127, est l'aboutissement d'une vieille obsession qui hantait la marque depuis des lustres. Renault a toujours rêvé de luxe, et Renault s'est toujours cassé les dents dessus avec une régularité désespérante. Souvenez-vous de la Frégate dans les années 50, cette berline haut de gamme qui n'a jamais tenu ses brillantes promesses et qui laissa un goût de cendre dans la bouche des dirigeants. Souvenez-vous aussi de l'aventure calamiteuse nouée avec la marque américaine Rambler, dont les grosses voitures pataudes n'ont jamais réussi à séduire le cœur des Français. À chaque tentative, le même scénario funeste, la même humiliation publique, le même retour piteux à la case départ. Vaincue et découragée, la régie avait fini par abandonner purement et simplement le terrain, laissant sa Renault 16 régner seule au sommet de sa gamme pendant 10 longues années, pendant que Citroën paradait fièrement avec sa sublime déesse, la fameuse Citroën DS aux lignes venues du futur, et que les constructeurs allemands raflaient tranquillement tout le prestige et toutes les marges. Or, au début des années 70, les astres semblent enfin s'aligner pour la firme de Billancourt. Renault a solidement bouclé son offre populaire avec les Renault 4 et 6, prépare déjà en coulisses la future Renault 5 qui deviendra un phénomène de société. Tient fermement le segment familial avec la vaillante Renault 12 et voit sa Renault 16 se vendre encore fort honorablement. Le terrain est enfin déblayé, la maison est en ordre, les fondations sont solides. La marque peut donc se permettre de viser plus haut, beaucoup plus haut, de viser le vrai luxe, celui qui fait rêver les foules et qui, accessoirement, rapporte des marges considérables. Mais pour espérer jouer dans cette cour-là,
Dans celle des grandes berlines de Standing, il faut impérativement un moteur à la hauteur des ambitions. Un moteur noble, prestigieux, capable de faire vibrer les mécaniciens. Et Renault, pour son plus grand malheur, n'en possède aucun. C'est ici qu'entre en scène l'un des paris industriels les plus audacieux et les plus surprenants de toute l'époque. Plutôt que de développer seul dans son coin un moteur dont le coût de conception aurait été proprement ruineux, Renault décide de s'associer à deux partenaires que rien ne prédestinait pourtant à s'entendre. D'un côté, l'éternel rival hexagonal, le grand frère ennemi, Peugeot. De l'autre, le placide constructeur suédois Volvo, réputé pour son sérieux et sa robustesse. Trois marques, trois cultures, trois orgueils qui décident de mettre en commun leurs francs, leur couronne et leur amour-propre dans un même pot pour accoucher ensemble d'un moteur de prestige partagé. On baptise cet enfant du nom de ses trois parents, Peugeot, Renault et Volvo, et l'histoire retiendra à jamais ces trois lettres accolées, PRV. Pour Renault, c'est un authentique événement historique, le premier grand moteur multicylindre maison depuis les glorieuses berlines d'avant-guerre. Après 40 ans de disette, l'espoir renaît enfin dans les bureaux d'études. Sauf que le destin, encore et toujours lui, va s'en mêler avec une brutalité qui laisse pantois. Car ce moteur PRV, dans les rêves initiaux de ses concepteurs, ne devait absolument pas être un 6 cylindres. Il devait être un 8 cylindres en V, un magnifique et rugissant V8, l'artillerie lourde du grand luxe, celle qui vous place instantanément sur un pied d'égalité avec les hautaines berlines allemandes et leurs superbes. Les ingénieurs avaient patiemment tout dessiné, tout calculé autour de cette architecture ambitieuse, avec son angle de 90 degrés spécialement taillé pour accueillir 8 cylindres. Et puis le choc pétrolier est tombé comme un couperet. En plein cœur de l'étude, la crise a soudain rendu le V8 aussi désirable qu'un éléphant lâché dans un magasin de porcelaine. Trop gourmand, trop cher, trop voyant, trop indécent pour cette époque de disette et de vertu forcée. Alors les décideurs ont pris une décision aussi chirurgicale que tragique. On a purement et simplement amputé le moteur de 2 de ses cylindres. Et c'est très exactement là que réside le péché originel de notre Renault 30, la tare congénitale qu'elle traînera toute sa vie. Ce 6 cylindres n'est pas un vrai 6 cylindres, pensé comme tel dès l'origine, non. C'est un V8 avorté à qui l'on a brutalement coupé les jambes. Il conserve obstinément cet angle de 90 degrés hérité de son grand frère mort-né, un angle franchement mal adapté à une configuration de 6 cylindres qui va lui donner un fonctionnement irrégulier, une sonorité un peu bancale et rugueuse, ce petit tremblement disgracieux que les ingénieurs ne parviendront vraiment à corriger que bien plus tard, dans les années 80, en décalant astucieusement les manetons du vilebrequin. Un moteur né estropié, boiteux, condamné dès sa conception à traîner ce vilain défaut de naissance comme un boulet. Et pourtant, c'est sur ce cœur mutilé, sur cette mécanique de compromis, que Renault a décidé de faire reposer tout le poids écrasant de ses ambitions enfin retrouvées. Il faut aussi savoir qu'à l'intérieur même de la direction, loin des discours officiels et triomphants, tout le monde n'y croyait pas une seule seconde. Certains cadres prudents tremblaient à la seule idée d'aller de nouveau se frotter à Citroën, qui préparait justement dans l'ombre sa future CX, une rivale qu'on annonçait déjà comme redoutable et révolutionnaire. Il a fallu l'entêtement farouche, presque déraisonnable de quelques responsables convaincus du programme pour que le projet 127 survive aux doutes, aux calculs pessimistes et aux batailles de couloirs. Et quand la crise a frappé de plein fouet, on l'a même réorienté dans la précipitation, décidant en catastrophe qu'il remplacerait aussi la vieillissante Renault 16 arrivée en bout de course. De cette contorsion stratégique naîtra bientôt un couple des plus improbables, 2 sœurs partageant la même carrosserie, l'une bourgeoise et fortunée, l'autre nettement plus modeste. Mais ça, mon ami, c'est déjà le début d'un tout autre problème, et pas des moindres, croyez-moi. Alors, ce timing catastrophique et ce moteur amputé signaient-ils déjà à eux seuls la garantie absolue d'un désastre annoncé ?
Ou bien la Renault 30 gardait-elle encore, malgré tout, une carte maîtresse à jouer pour renverser la table et faire mentir les pronostics? La suite, je vous le promets, va vous surprendre. Reprenons donc là où le losange retenait son souffle, avec ce moteur boiteux posé sur l'établi et une marque tout entière suspendue à un pari vertigineux. Pour saisir pleinement la folie de ce pari, il faut maintenant planter le décor humain, car derrière chaque boulon et chaque courbe de tôle se cache toujours un homme, et celui qui va donner sa silhouette à notre berline est un personnage absolument passionnant. Il s'appelle Gaston Juchet, et ce n'est vraiment pas n'importe qui dans le petit monde du dessin automobile. C'est l'homme qui, une décennie plus tôt, avait imaginé et façonné la Renault 16, cette voiture au profil si singulier qui avait bousculé toutes les certitudes établies de l'industrie hexagonale. Un styliste discret, presque timide, effacé jusque dans son costume sombre, mais habité par une idée fixe qui allait devenir sa marque de fabrique et, accessoirement, l'une des causes profondes du drame qui se préparait. Car Juchet est un véritable croyant, un homme de conviction. Il croit dur comme fer en une religion bien précise, celle de la voiture à 2 volumes, celle dont le coffre ne fait plus qu'un avec l'habitacle, refermé par un grand haillon arrière qui bascule vers le ciel dans un geste de modernité. À ses yeux d'artiste ingénieur, c'est là que se trouve l'avenir, c'est là que réside l'intelligence, c'est la modernité même, faite tôle et verre. La Renault 16 lui avait spectaculairement donné raison auprès des familles françaises qui avaient adopté cette formule pratique avec enthousiasme. Et le voilà désormais intimement persuadé qu'il peut transposer cette même recette gagnante dans une toute autre catégorie, infiniment plus prestigieuse, celle des seigneurs, celle du grand luxe, où l'on ne pardonne aucune faute de goût. Prenez donc une seconde pour bien mesurer l'audace, presque l'insolence d'une telle démarche. À cette époque-là, une berline de prestige, cela se doit impérativement d'arborer un long capot majestueux, un habitacle cossu et un coffre proéminent, séparé, solennel, comme une malle de voyage soigneusement arrimée sur un carrosse d'apparat. 3 volumes bien distincts et hiérarchisés, voilà la grammaire immuable du pouvoir, le langage silencieux que parlent les ministres, les banquiers et les grands patrons. Et Juchet, lui, veut carrément vendre du pouvoir dans une carrosserie qui évoque la bonne à tout faire améliorée. On verra plus loin à quel point cette conviction géniale, mais prématurée, va finir par se retourner cruellement contre son auteur. Mais avant même d'habiller la bête, encore fallait-il régler le calvaire persistant de la mécanique, et l'affaire de ce moteur partagé mérite vraiment qu'on s'y attarde davantage, parce qu'elle en dit terriblement long sur les tourments intimes de la marque. Ce fameux partenariat à 3 têtes, aussi séduisant fut-il sur le papier glacé des accords, cachait en réalité des tensions permanentes et une avalanche de compromis douloureux. Réunir autour d'une même table un Français fier comme un coq gaulois, un autre Français qui déteste cordialement le premier depuis des générations pour des raisons de rivalité industrielle, et un Suédois flegmatique aux exigences de qualité parfaitement intransigeantes, cela relève presque du miracle diplomatique permanent. Chacun des 3 voulait absolument son bloc taillé pour ses propres modèles, chacun poussait ses priorités techniques et ses lubies maison, et le résultat de cette empoignade fut ce moteur bâtard, correct un peu partout, mais franchement génial nulle part. On avait rêvé d'engendrer un souverain rugissant, on accouchait péniblement d'un honnête notable, un brin poussif et sans grand caractère. Quel gâchis quand on y songe. Et le pire dans cette affaire, c'est que la France officielle, celle des décideurs, observait tout ce laborieux chantier d'un œil ouvertement sceptique. Dans les couloirs feutrés et les bureaux enfumés de la régie à Billancourt, on murmurait ouvertement que se relancer dans cette bataille du sommet était une folie ruineuse, un caprice d'orgueil qui finirait mal. Les esprits prudents rappelaient sans cesse les fantômes du passé, ces tentatives avortées dans le haut de gamme qui avaient saigné les comptes de l'entreprise sans jamais rapporter le moindre gramme de gloire durable. Il tournait un regard inquiet vers le puissant voisin du quai de Javel, ce Citroën qui affûtait tranquillement ses armes futuristes, et il tremblait franchement.
Aller se frotter de nouveau à des gens capables de faire littéralement flotter leur voiture sur des suspensions hydrauliques quasi magiques, n'était-ce pas là courir tout droit au suicide commercial, se jeter volontairement dans la gueule du loup? Il fallut donc une volonté de faire tremper, une petite poignée d'hommes viscéralement convaincus pour que ce projet fragile ne finisse pas honteusement enterré au fond d'un tiroir, écrasé sous une pile de notes internes pessimistes et de rapports alarmistes. Ces hommes-là, ces obstinés magnifiques, ont finalement gagné leur bras de fer épuisant, et le projet a survécu, il a vécu. Mais ce fut au prix d'une nouvelle contorsion stratégique qui allait définitivement sceller son destin. Puisque ce moteur noble coûtait décidément une véritable fortune à mettre au point, puisqu'il fallait à tout prix rentabiliser jusqu'au dernier centime englouti dans cette architecture complexe, la direction eut une idée aussi implacablement logique que sournoisement pernicieuse. Pourquoi donc construire une seule et unique voiture quand on pouvait sans grand effort en construire deux avec exactement la même carrosserie? Pourquoi réserver égoïstement ce corps magnifique au seul 6 cylindres fortuné quand on pouvait tout aussi bien y glisser un 4 cylindres plus sage et plus économique pour ratisser bien plus large et toucher davantage de portefeuilles? Ainsi naquit la jumelle, la Renault 20, une version assagie et raisonnable, moins fortunée, équipée d'un modeste 4 cylindres bien élevé, spécialement taillé pour tous ceux qui désiraient l'allure et la présence sans en payer le prix fort, ni subir la soif dévorante du grand moteur. Sur le moment, dans l'euphorie des tableaux financiers, l'idée parut absolument brillante, presque géniale de simplicité. Deux voitures pour le prix d'un seul développement mécanique, une gamme complète qui s'étalait harmonieusement du confortable accessible au somptueux exclusif. Mais réfléchissez donc une petite seconde à ce que cette astuce comptable signifiait vraiment sur le plan de l'image. On venait tout bonnement de donner naissance à des sœurs siamoises, deux carrosseries rigoureusement identiques au premier coup d'œil, où seuls quelques infimes détails venaient trahir la différence de rang et de fortune. La riche héritière et sa cousine plus modeste partageaient exactement les mêmes portes, la même ligne de caisse, la même silhouette caractéristique à haillons. Alors dites-moi, comment diable voulez-vous vendre du rêve exclusif, de la distinction sociale et de la réussite affichée, quand la voiture garée juste à côté, celle qui coûte presque 2 fois moins cher, ressemble à votre précieux bijou comme 2 gouttes d'eau? C'était injecté délibérément dans l'ADN même du projet un poison à diffusion lente, une véritable bombe à retardement soigneusement amorcée contre la crédibilité et le prestige de la marque. Le fier vaisseau amiral allait devoir naviguer toute sa carrière flanqué d'un sosie populaire qui, sans même le vouloir, sans aucune méchanceté, torpillerait méthodiquement sa légitime prétention au grand prestige. Pour tenter malgré tout de distinguer la souveraine de sa cousine besogneuse, les stylistes durent recourir à un artifice presque touchant tant il se révélait mince et dérisoire. La grande, la noble, la fortunée arborerait fièrement 4 phares parfaitement ronds à l'avant, ces cercles lumineux censés évoquer instantanément les grandes routières racées et les élégantes voitures de gentlemen fortunés. La cadette raisonnable, elle, devrait se contenter de 2 blocs optiques rectangulaires, plus froids, plus austères, plus franchement utilitaires. Et voilà tout ce qui, au fond, séparait visuellement la promesse éclatante du grand luxe de la simple berline familiale bien née. 4 cercles lumineux contre 2 rectangles sages. On avait patiemment bâti une cathédrale d'ambition dévorante et on l'a distinguée de sa modeste chapelle voisine par le seul dessin de ses phares. Il y a franchement dans ce petit détail presque comique quelque chose qui résume à lui tout seul l'incroyable fragilité de toute l'entreprise et la naïveté de certains calculs. Et pendant que le losange peaufinait patiemment ce périlleux numéro d'équilibriste social, un adversaire particulièrement redoutable travaillait déjà dans l'ombre à préparer sa propre revanche. Un rival qui n'était pourtant nul autre que l'un des 3 parents fondateurs du fameux moteur commun. Peugeot, oui, parfaitement, l'associé, le partenaire de projet, celui-là même avec qui l'on partageait fraternellement le précieux bloc,
fourbissait en secret et en silence ses propres plans pour conquérir ce même sommet convoité. Et ce que la firme de Sochaux s'apprêtait très précisément à faire lors du grand rendez-vous mondain de Genève allait transformer une simple présentation de salon en un véritable coup de poignard planté entre soi-disant alliés. Alors comment le losange comptait-il bien défendre son trône si fraîchement conquis face à un partenaire subitement devenu traître? Et cette fragile histoire de 4 phares ronds allait-elle vraiment suffire à sauver l'honneur et la mise? Vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises. Le grand jour tant attendu arrive donc enfin, et avec lui la révélation d'un coup monté de main de maître qui allait durablement empoisonner l'ambiance entre les deux grands constructeurs français. L'accord tacite conclu entre les partenaires était pourtant limpide, clair comme de l'eau de roche alpine. On partageait fraternellement le moteur, soit, mais chacun devait absolument dévoiler son propre vaisseau amiral à son rythme, sans se marcher sur les pieds, sans transformer le lancement commercial en pugilat fratricide sous les yeux du monde entier. Le losange avait poliment prévenu qu'il ouvrirait le bal en premier, comme convenu. Et là, coup de théâtre, la firme de Sochaux débarque triomphalement sur la scène helvétique avec sa propre prétendante au trône, sa grande berline cossue à 3 volumes, dévoilée exactement au même instant, sous les mêmes lustres. Le partenaire de projet venait tout simplement de doubler son allié sur le fil, sans le moindre avertissement, avec le sourire tranquille de celui qui n'a strictement rien à se reprocher. La belle solidarité industrielle franco-française en prenait soudain un sacré coup dans l'aile. Mais le losange, fort heureusement, gardait un atout maître bien caché dans sa manche, et pas des moindres. Sa berline à lui, sa fière tridente lumineuse, était déjà fin prête à être vendue, immédiatement disponible dans le réseau des concessionnaires du pays tout entier, tandis que la rivale de Sochaux, malgré son entrée fracassante et son insolence calculée, faisait encore patienter ses clients impatients jusqu'au cœur de l'été suivant. On avait beau se faire lâchement poignarder dans le dos par un soi-disant ami, on conservait au moins le précieux avantage du tireur le plus rapide de la ville. Le client, séduit par les rondeurs de la nouvelle venue, pouvait repartir au volant sur le champ, sans attendre de longs mois qu'on veuille bien lui livrer la concurrente encore aux abonnés absents. Dans une bataille commerciale aussi féroce, ce genre de longueur d'avance vaut littéralement de l'or massif, et le losange comptait bien s'en servir pour marquer profondément les esprits avant même que l'adversaire déloyal ne puisse répliquer. Restait maintenant le plus difficile, convaincre le public exigeant que cette carrosserie audacieuse et controversée méritait vraiment qu'on y engloutisse une petite fortune personnelle. Et là, il faut bien le reconnaître en toute honnêteté, les ingénieurs et les décorateurs de la marque avaient sorti le très grand jeu, mettant les petits plats dans les grands. À l'intérieur de l'habitacle, on se serait franchement cru dans un salon bourgeois roulant, tant le raffinement des matériaux dépassait allègrement tout ce que le losange avait osé proposer à sa clientèle jusqu'à ce jour. Du cuir véritable et odorant habillait généreusement les sièges profonds, un luxe presque scandaleux, presque provocateur pour une voiture française de grande série, tant nos constructeurs nationaux avaient depuis toujours la fâcheuse habitude de réserver jalousement ce noble matériau aux seuls carrosses des ministres et des grands industriels. Ajoutez encore à ce tableau flatteur des vitres commandées par de discrets moteurs électriques, une fermeture centralisée de toutes les portes qui verrouillait l'ensemble des serrures d'un seul geste souverain, et vous obteniez sans peine un véritable cocon technologique qui frisait carrément l'insolence pour son époque encore frileuse. Et le constructeur, lancé dans cette surenchère, ne comptait visiblement pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'au fil des années qui suivirent, il allait enrichir encore ce festin d'équipements dignes des plus grandes routières internationales. On verrait bientôt apparaître un régulateur électronique, capable de maintenir tout seul la vitesse de croisière sur les longs rubans d'autoroute. Un limitateur bien pratique pour ne jamais se faire piéger bêtement par les radars des gendarmes embusqués. Des jantes taillées dans un alliage léger du plus bel effet et même des pneumatiques bien spéciaux développés sur mesure par le grand manufacturier de Clermont-Ferrand. Des gommes savantes spécialement conçues pour ce type précis de voiture racée et rapide.
Sur le papier glacé des catalogues, mon ami, la fiche d'équipement donnait tout simplement le vertige au lecteur. On tenait là une authentique française, capable de regarder les hautaines et méthodiques berlines allemandes droit dans les yeux, du moins pour tout ce qui touchait au confort raffiné et à l'esbrouffe technologique clinquante. Sur la route elle-même d'ailleurs, la sévère presse spécialisée resta carrément bouche bée devant certaines qualités indéniables de la bête. Les essayeurs les plus blasés saluèrent unanimement une tenue de route véritablement remarquable, une direction d'une précision quasi chirurgicale, un freinage puissant et rassurant, ainsi qu'un silence de fonctionnement digne d'un salon princier feutré. Voilà enfin une voiture qui avalait sans broncher les interminables kilomètres d'autoroute avec une aisance et une majesté de grande dame, glissant sur le bitume brûlant sans jamais fatiguer ni lasser ses heureux occupants. Pour tout ce qui concernait le comportement routier pur et le plaisir de conduire, la copie française était très largement au niveau des prétentions affichées et des ambitions du losange. On tenait indiscutablement une vraie voyageuse au long cours, une infatigable dévoreuse d'asphalte capable de traverser tout le pays d'une seule traite dans un confort ouaté et silencieux. Seulement voilà, et c'est très précisément ici que le beau rêve commence à se fissurer méchamment, il y avait ce satané moteur qui gâchait toute la fête. Ce fameux 6 cylindres né dans la douleur d'une amputation forcée, ce bloc de compromis diplomatique qui traînait sa malédiction congénitale depuis le tout premier jour de sa conception. Sur l'impitoyable balance des performances chiffrées, il se révélait étonnamment poussif et paresseux pour sa généreuse cylindrée. 2664 cm3 de belles promesses mécaniques, un chiffre qui claque bien à l'oreille des passionnés, mais une puissance réelle qui peinait franchement à convaincre les connaisseurs, plafonnant péniblement autour de 130 chevaux à peine dans sa toute première version alimentée par 2 carburateurs poussifs. Les puristes et les fins connaisseurs fronçaient les sourcils d'un air dubitatif. Comment diable un moteur aussi imposant, aussi volumineux, pouvait-il donc se montrer aussi peu vigoureux et si peu enthousiasmant sous le pied ? La réponse cruelle tenait tout entière dans cette architecture bâtarde et boiteuse, ce compromis à 3 têtes bavardes qui avait consciencieusement raboté toute la fougue et tout le tempérament qu'on était pourtant en droit d'attendre d'un 6 cylindres de grand prestige. Mais le vrai scandale, celui qui allait absolument tout faire basculer dans le drame, ne se lisait même pas sur le compteur de vitesse rassurant. Non, il se lisait implacablement à la pompe à essence, chaque fin de semaine. Car cette grande et lourde berline avait développé une soif inextinguible, un appétit dévorant pour le précieux carburant qui confinait purement et simplement à l'indécence en pleine période de rationnement moral. En usage courant et tranquille, elle réclamait déjà autour de 15 litres pour parcourir seulement 100 km, un chiffre déjà passablement salé pour l'époque angoissée. Mais lorsque les journalistes taquins poussaient franchement la bête à vive allure sur les grands axes dégagés, le verdict du réservoir devenait proprement effrayant, presque terrifiant. La consommation grimpait alors jusqu'à 27 litres engloutis aux 100 km parcourus. 27 litres, vous imaginez un peu le tableau catastrophique ? Une berline de luxe qui buvait littéralement comme un trou sans fond, présentée fièrement à un public encore profondément traumatisé par les files d'attente humiliantes aux stations-service et par la flambée vertigineuse des prix du brut. Prenez donc bien la juste mesure du gouffre béant qui séparait désormais l'ambition initiale de la triste réalité quotidienne. On avait patiemment conçu une voiture pour incarner le prestige, la réussite, et l'élégance à la française, et elle débarquait maladroitement sur un marché terrifié où le moindre litre englouti sonnait déjà comme une véritable provocation sociale. Les acheteurs potentiels, ceux-là même qui auraient parfaitement eu les moyens de s'offrir ce beau luxe roulant, calculaient désormais chaque plein d'essence avec une angoisse grandissante au ventre. À quoi bon rouler dans un somptueux salon roulant si chaque voyage un peu long vous ruinait méthodiquement à la pompe du coin? Le raffinement délicat du cuir et la magie moderne des vitres électriques ne pesaient soudain plus bien lourd face à cette réalité économique brutale et quotidienne. Le contexte avait radicalement changé.
Les mentalités s'étaient durcies dans l'épreuve, et cette voiture, pourtant magnifique, semblait débarquer tout droit d'un monde d'avant, un monde d'insouciance et de gaspillage que la crise venait de balayer d'un revers de main méprisant. Voilà donc le paradoxe cruel qui se dessinait déjà très nettement à l'horizon assombri. D'un côté, une routière brillante, luxueuse, techniquement fort séduisante et parfaitement agréable à mener, capable de rivaliser dignement avec les toutes meilleures pour le seul plaisir de la conduite. De l'autre, un moteur faiblard et franchement alcoolique, débarquant au plus mauvais moment imaginable de toute l'histoire économique récente du pays. La marque avait pourtant placé tous ses fragiles espoirs de renouveau dans cette voiture, et déjà, les gros nuages noirs s'amoncelaient menaçants à l'horizon. Mais la presse enthousiaste et les gendarmes intéressés n'avaient encore absolument rien vu du sale tour que la carrosserie elle-même réservait, ni du désaveu silencieux et glacial que les clients fortunés s'apprêtaient froidement à lui infliger. Alors, cette soif absolument catastrophique allait-elle à elle seule suffire à condamner définitivement le fier vaisseau amiral du Losange ? Ou bien le véritable coup de grâce viendrait-il finalement d'ailleurs, d'un ennemi sournois, tapi au sein même de son propre camp ? Accrochez-vous bien, car la chute est encore bien plus vertigineuse que tout ce que vous imaginez. Le grand jour tant attendu arrive donc enfin, et avec lui la révélation d'un coup monté de main de maître qui allait durablement empoisonner l'ambiance entre les deux grands constructeurs français. L'accord tacite conclu entre les partenaires était pourtant limpide, clair comme de l'eau de roche alpine. On partageait fraternellement le moteur, soit, mais chacun devait absolument dévoiler son propre vaisseau amiral à son rythme, sans se marcher sur les pieds, sans transformer le lancement commercial en pugilat fratricide sous les yeux du monde entier. Le Losange avait poliment prévenu qu'il ouvrirait le bal en premier, comme convenu. Et là, coup de théâtre. La firme de Sochaux débarque triomphalement sur la scène helvétique avec sa propre prétendante au trône, sa grande berline cossue à 3 volumes, dévoilée exactement au même instant, sous les mêmes lustres. Le partenaire de projet venait tout simplement de doubler son allié sur le fil, sans le moindre avertissement, avec le sourire tranquille de celui qui n'a strictement rien à se reprocher. La belle solidarité industrielle franco-française en prenait soudain un sacré coup dans l'aile. Mais le Losange, fort heureusement, gardait un atout maître bien caché dans sa manche, et pas des moindres. Sa berline à lui, sa fière tridente lumineuse, était déjà fin prête à être vendue, immédiatement disponible dans le réseau des concessionnaires du pays tout entier, tandis que la rivale de Sochaux, malgré son entrée fracassante et son insolence calculée, faisait encore patienter ses clients impatients jusqu'au cœur de l'été suivant. On avait beau se faire lâchement poignarder dans le dos par un soi-disant ami, on conservait au moins le précieux avantage du tireur le plus rapide de la ville. Le client séduit par les rondeurs de la nouvelle venue pouvait repartir au volant sur le champ, sans attendre de longs mois qu'on veuille bien lui livrer la concurrente encore aux abonnés absents. Dans une bataille commerciale aussi féroce, ce genre de longueur d'avance vaut littéralement de l'or massif, et le Losange comptait bien s'en servir pour marquer profondément les esprits avant même que l'adversaire déloyal ne puisse répliquer. Restait maintenant le plus difficile, convaincre le public exigeant que cette carrosserie audacieuse et controversée méritait vraiment qu'on y engloutisse une petite fortune personnelle. Et là, il faut bien le reconnaître en toute honnêteté, les ingénieurs et les décorateurs de la marque avaient sorti le très grand jeu, mettant les petits plats dans les grands. À l'intérieur de l'habitacle, on se serait franchement cru dans un salon bourgeois roulant, tant le raffinement des matériaux dépassait allègrement tout ce que le Losange avait osé proposer à sa clientèle jusqu'à ce jour. Du cuir véritable et odorant habillait généreusement les sièges profonds, un luxe presque scandaleux, presque provocateur pour une voiture française de grande série, tant nos constructeurs nationaux avaient depuis toujours la fâcheuse habitude de réserver jalousement ce noble matériau aux seuls carrosses des ministres et des grands industriels. Ajoutez encore à ce tableau flatteur des vitres commandées par de discrets moteurs électriques, une fermeture centralisée de toutes les portes qui verrouillait l'ensemble des serrures d'un seul geste souverain,
et vous obteniez sans peine un véritable cocon technologique qui frisait carrément l'insolence pour son époque encore frileuse. Et le constructeur, lancé dans cette surenchère, ne comptait visiblement pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'au fil des années qui suivirent, il allait enrichir encore ce festin d'équipements dignes des plus grandes routières internationales. On verrait bientôt apparaître un régulateur électronique, capable de maintenir tout seul la vitesse de croisière sur les longs rubans d'autoroute. Un limitateur bien pratique pour ne jamais se faire piéger bêtement par les radars des gendarmes embusqués. Des jantes taillées dans un alliage léger du plus bel effet et même des pneumatiques bien spéciaux développés sur mesure par le grand manufacturier de Clermont-Ferrand. Des gommes savantes spécialement conçues pour ce type précis de voitures racées et rapides. Sur le papier glacé des catalogues, mon ami, la fiche d'équipement donnait tout simplement le vertige au lecteur. On tenait là une authentique française, capable de regarder les hautaines et méthodiques berlines allemandes droit dans les yeux, du moins pour tout ce qui touchait au confort raffiné et à l'esbrouffe technologique clinquante. Sur la route elle-même d'ailleurs, la sévère presse spécialisée resta carrément bouche bée devant certaines qualités indéniables de la bête. Les essayeurs les plus blasés saluèrent unanimement une tenue de route véritablement remarquable, une direction d'une précision quasi chirurgicale, un freinage puissant et rassurant, ainsi qu'un silence de fonctionnement digne d'un salon princier feutré. Voilà enfin une voiture qui avalait sans broncher les interminables kilomètres d'autoroute avec une aisance et une majesté de grande dame, glissant sur le bitume brûlant sans jamais fatiguer ni lasser ses heureux occupants. Pour tout ce qui concernait le comportement routier pur et le plaisir de conduire, la copie française était très largement au niveau des prétentions affichées et des ambitions du losange. On tenait indiscutablement une vraie voyageuse au long cours, une infatigable dévoreuse d'asphalte capable de traverser tout le pays d'une seule traite dans un confort ouaté et silencieux. Seulement voilà, et c'est très précisément ici que le beau rêve commence à se fissurer méchamment. Il y avait ce satané moteur qui gâchait toute la fête. Ce fameux 6 cylindres né dans la douleur d'une amputation forcée, ce bloc de compromis diplomatique qui traînait sa malédiction congénitale depuis le tout premier jour de sa conception. Sur l'impitoyable balance des performances chiffrées, il se révélait étonnamment poussif et paresseux pour sa généreuse cylindrée. 2664 cm3 de belles promesses mécaniques, un chiffre qui claque bien à l'oreille des passionnés, mais une puissance réelle qui peinait franchement à convaincre les connaisseurs, plafonnant péniblement autour de 130 chevaux à peine dans sa toute première version alimentée par 2 carburateurs poussifs. Les puristes et les fins connaisseurs fronçaient les sourcils d'un air dubitatif. Comment diable un moteur aussi imposant, aussi volumineux, pouvait-il donc se montrer aussi peu vigoureux et si peu enthousiasmant sous le pied ? La réponse cruelle tenait tout entière dans cette architecture bâtarde et boiteuse, ce compromis à 3 têtes bavardes qui avait consciencieusement raboté toute la fougue et tout le tempérament qu'on était pourtant en droit d'attendre d'un 6 cylindres de grand prestige. Mais le vrai scandale, celui qui allait absolument tout faire basculer dans le drame, ne se lisait même pas sur le compteur de vitesse rassurant. Non, il se lisait implacablement à la pompe à essence chaque fin de semaine. Car cette grande et lourde berline avait développé une soif inextinguible, un appétit dévorant pour le précieux carburant qui confinait purement et simplement à l'indécence en pleine période de rationnement moral. En usage courant et tranquille, elle réclamait déjà autour de 15 litres pour parcourir seulement 100 km, un chiffre déjà passablement salé pour l'époque angoissée. Mais lorsque les journalistes taquins poussaient franchement la bête à vive allure sur les grands axes dégagés, le verdict du réservoir devenait proprement effrayant, presque terrifiant. La consommation grimpait alors jusqu'à 27 litres engloutis aux 100 km parcourus. 27 litres, vous imaginez un peu le tableau catastrophique ? Une berline de luxe qui buvait littéralement comme un trou sans fond, présentait fièrement à un public encore profondément traumatisé par les files d'attente humiliantes aux stations-service et par la flambée vertigineuse des prix du brut. Prenez donc bien la juste mesure du gouffre béant
qui séparait désormais l'ambition initiale de la triste réalité quotidienne. On avait patiemment conçu une voiture pour incarner le prestige, la réussite et l'élégance à la française, et elle débarquait maladroitement sur un marché terrifié où le moindre litre englouti sonnait déjà comme une véritable provocation sociale. Les acheteurs potentiels, ceux-là même qui auraient parfaitement eu les moyens de s'offrir ce beau luxe roulant, calculaient désormais chaque plein d'essence avec une angoisse grandissante au ventre. À quoi bon rouler dans un somptueux salon roulant si chaque voyage un peu long vous ruinait méthodiquement à la pompe du coin? Le raffinement délicat du cuir et la magie moderne des vitres électriques ne pesaient soudain plus bien lourd face à cette réalité économique brutale et quotidienne. Le contexte avait radicalement changé, les mentalités s'étaient durcies dans l'épreuve, et cette voiture pourtant magnifique semblait débarquer tout droit d'un monde d'avant, un monde d'insouciance et de gaspillage que la crise venait de balayer d'un revers de main méprisant. Voilà donc le paradoxe cruel qui se dessinait déjà très nettement à l'horizon assombri. D'un côté, une routière brillante, luxueuse, techniquement fort séduisante et parfaitement agréable à mener, capable de rivaliser dignement avec les toutes meilleures pour le seul plaisir de la conduite. De l'autre, un moteur faiblard et franchement alcoolique, débarquant au plus mauvais moment imaginable de toute l'histoire économique récente du pays. La marque avait pourtant placé tous ses fragiles espoirs de renouveau dans cette voiture, et déjà, les gros nuages noirs s'amoncelaient menaçants à l'horizon. Mais la presse enthousiaste et les gendarmes intéressés n'avaient encore absolument rien vu du sale tour que la carrosserie elle-même réservait, ni du désaveu silencieux et glacial que les clients fortunés s'apprêtaient froidement à lui infliger. Alors, cette soif absolument catastrophique allait-elle à elle seule suffire à condamner définitivement le fier vaisseau amiral du Losange ? Ou bien le véritable coup de grâce viendrait-il finalement d'ailleurs, d'un ennemi sournois, tapi au sein même de son propre camp ? Accrochez-vous bien, car la chute est encore bien plus vertigineuse que tout ce que vous imaginez. La réponse tant attendue, elle se cache d'abord dans les chiffres froids et implacables du bilan comptable, puis dans un rebondissement magnifique que personne, à l'époque, n'aurait seulement osé imaginer. Faisons donc d'abord les comptes ensemble, sans la moindre complaisance ni fausse pudeur. Sur l'ensemble de sa longue et laborieuse carrière commerciale, entre le printemps éclatant de sa présentation genevoise et son retrait discret des catalogues au début des années 80, cette grande berline pleine d'ambition ne trouva qu'environ 136 400 acheteurs à travers le monde. Pour un modèle qui était censé porter fièrement les couleurs du losange au tout sommet de la hiérarchie automobile mondiale, pour un projet titanesque qui avait mobilisé tant d'argent public, tant d'orgueil national et tant d'années de labeur acharné, ce maigre résultat frisait purement et simplement la déroute militaire. Une véritable misère commerciale, un désaveu cinglant et sans le moindre appel du public français lui-même. Mais le plus troublant et le plus fascinant dans toute cette affaire, c'est que notre malheureuse berline déchue n'était absolument pas seule à sombrer corps et biens dans ces eaux glacées et cruelles. Regardez donc attentivement le sort de sa rivale directe de Sochaux, celle-là même qu'il avait doublée avec tant de culot et de traîtrise au salon suisse. Eh bien, elle non plus ne connut jamais le triomphe commercial tant espéré par ses créateurs, écoulant à grand-peine 153 000 exemplaires sur toute son existence. Un score à peine moins famélique et décevant. Et lorsque quelques années plus tard encore, une troisième Laronne audacieuse tenta désespérément sa chance dans ce segment décidément maudit, sous la bannière d'une marque autrefois glorieuse et respectée, ce fut alors une catastrophe industrielle encore plus retentissante et humiliante que les deux précédentes réunies. Le constat implacable s'imposait dès lors à tous avec une évidence brutale et un brin humiliante pour l'orgueil national. Le grand luxe automobile semblait tout bonnement formellement interdit aux constructeurs de l'Hexagone, comme si une véritable malédiction ancestrale planait obstinément sur toute berline française, osant lever les yeux trop haut vers les sommets. Les acheteurs les plus fortunés du pays, dès qu'il s'agissait vraiment de sortir le grand jeu et d'afficher leur réussite,
filait irrémédiablement et sans état d'âme vers les prestigieuses enseignes germaniques. Un marché national qui boudait ainsi méthodiquement ses propres champions industriels, voilà franchement de quoi désespérer à jamais les meilleurs stratèges de toute une grande industrie. On pourrait aisément s'arrêter là, sur cette note amère et défaitiste, et ranger tristement notre berline oubliée dans le grand tiroir poussiéreux des belles ambitions françaises définitivement brisées. Mais ce serait là une lourde erreur d'appréciation, mon ami, car c'est très exactement ici que toute notre histoire bascule soudainement et devient absolument passionnante. Figurez-vous donc que cette voiture, en apparence si complètement ratée, ne fut en réalité pas du tout un vulgaire cul-de-sac industriel sans lendemain. Elle fut au contraire, on le comprend seulement avec le recul du temps, un formidable investissement à retardement, un brouillon certes très coûteux, mais dont une autre voiture allait bientôt tirer tous les précieux bénéfices. Car lorsque le losange rangea enfin définitivement sa berline mal aimée au placard des souvenirs, il n'eut surtout pas la sottise de jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout au contraire, avec une sagesse retrouvée, il récupéra très précieusement l'essentiel du formidable travail d'ingénierie accompli, presque toute la partie technique éprouvée, les trains roulant patiemment mis au point, et surtout ce fameux moteur tant décrié et tant moqué, pour les transplanter soigneusement dans une toute nouvelle création lancée triomphalement en 1984. Et cette brillante héritière, cette nouvelle grande berline de haut de gamme du losange, connut enfin le succès éclatant que sa devancière avait si désespérément cherché en vain pendant toute sa carrière. Elle séduisit enfin durablement la clientèle exigeante, remplit joyeusement les carnets de commandes des concessionnaires et redora magnifiquement le blason terni de la marque dans le difficile segment du haut de gamme, du moins sur le sol national français. Le miracle commercial tant espéré et tant attendu finissait donc par se produire pour de bon, mais avec toute une génération de retard sur le calendrier. Alors mesurez bien, je vous en prie, toute l'ironie magnifique et savoureuse de cette situation cocasse. La voiture que la France entière avait dédaigneusement rejetée, celle dont on s'était copieusement moqué pour sa soif inextinguible et sa silhouette controversée, avait en réalité vaillamment défriché tout le terrain hostile, essuyé courageusement tous les plâtres et payé de sa poche la note terriblement salée de toutes les erreurs de jeunesse. Elle avait humblement servi de martyr expiatoire, de galop d'essai en grandeur nature, uniquement pour que sa cadette plus chanceuse puisse enfin triompher sans partage. Notre berline maudite avait tout bonnement financé de sa propre chair meurtrie le long chemin escarpé vers la réussite éclatante de celle qui allait bientôt lui succéder au sommet. N'est-ce pas là, franchement, l'une des plus belles et des plus touchantes revanches posthumes de toute l'histoire de l'automobile ? Et pendant que nous y sommes, réglons donc une bonne fois pour toutes le sort étonnant de ce fameux moteur, ce 6 cylindres né dans la douleur d'une amputation en pleine crise mondiale, ce vilain petit canard boiteux et mal aimé de tous. Vous croyez peut-être bien naïvement qu'il termina lamentablement sa vie dans l'oubli le plus total et le mépris généralisé ? Alors détrompez-vous complètement, car la réalité est tout autre. Ce bloc pourtant si controversé, ce laborieux compromis né de 3 volontés, connut au contraire une véritable carrière mondiale d'une longévité et d'une richesse tout simplement stupéfiantes. On le retrouva vaillamment installé sous le capot d'une foule impressionnante de voitures très différentes, chez ses 3 parents fondateurs bien sûr, mais aussi chez plusieurs autres constructeurs prestigieux venus tranquillement se servir dans cette précieuse banque d'organes commune. Des marques italiennes fort réputées et raffinées l'adoptèrent sans hésiter. D'authentiques sportives racées l'utilisèrent pour rugir sur les circuits, et il connut même, tenez-vous bien, la gloire hollywoodienne la plus inattendue et la plus folle qui soit. Car ce robuste moteur bien français, forgé au cœur d'une sombre crise pétrolière, alla finalement propulser avec panache une certaine sportive américaine futuriste aux portes en aile de mouette, cette fameuse voiture de rêve tout en acier brossé, devenue absolument mythique dans le monde entier grâce à une célèbre saga cinématographique sur le fascinant voyage dans le temps. Mais oui, parfaitement,
le cœur battant de notre humble berline oubliée résonna fièrement dans la carrosserie la plus culte et la plus reconnaissable de tout le cinéma populaire mondial. Avouez franchement que pour un moteur qu'on disait pourtant maudit et raté, le destin farceur réserva quelques savoureux pieds de nez au sort. Voilà donc, mon ami, la vraie et belle leçon de toute cette aventure humaine et industrielle. Celle qui donne finalement tout son sel et toute sa saveur à notre histoire. Cette berline malheureuse ne fut jamais un simple échec anonyme, non. Elle fut avant tout une magnifique ambition française, incroyablement courageuse et visionnaire, mais tragiquement en avance sur son temps et terriblement mal née dans la tourmente. Une voiture arrivée au tout pire moment de l'histoire, lourdement plombée par un contexte économique impitoyable et imprévisible, involontairement sabotée par ses propres choix esthétiques audacieux et par une jumelle bien trop encombrante et ressemblante. Et pourtant, de ce naufrage pourtant apparent et retentissant, le losange a su patiemment faire renaître un formidable succès, prouvant ainsi à la face du monde que même les plus belles et les plus douloureuses défaites peuvent secrètement semer les précieuses graines des grandes victoires futures. Elle incarne vraiment à merveille cette fameuse obstination bien française, cette capacité folle et touchante à viser courageusement les étoiles au plus mauvais moment, à se prendre magnifiquement des murs bien réels, mais à toujours réussir à en tirer malgré tout quelque chose de grand et de beau pour l'avenir de tous. Alors, si cette incroyable histoire d'une gloire manquée est finalement devenue un formidable tremplin vers le succès vous a autant captivé et ému que moi, si vous avez pris un réel plaisir à redécouvrir ensemble ce fleuron oublié et sa belle vengeance posthume, alors surtout, n'hésitez pas à nous le faire savoir chaleureusement. Laissez donc un franc pouce levé bien visible pour soutenir notre travail et la chaîne, car ce petit geste tout simple nous aide vraiment énormément à continuer de faire vivre la mémoire précieuse de ces automobiles extraordinaires et oubliées. Dites-moi aussi en commentaire tout ce que vous pensez vraiment de cette attachante berline. Et surtout, aviez-vous seulement deviné dans quelle voiture de pure légende son moteur finirait un jour sa course folle? Racontez-moi donc vos souvenirs personnels, vos anecdotes savoureuses et vos avis tranchés. J'ai vraiment très hâte de tous vous lire. Et enfin, si vous ne voulez surtout rien manquer de nos prochaines grandes plongées dans l'histoire fascinante et méconnue de l'automobile, alors abonnez-vous vite à la chaîne et activez sans tarder la petite cloche des notifications. Il nous reste encore tant et tant de trésors oubliés à exhumer patiemment ensemble. Tant de destins incroyables et de drames méconnus à vous conter avec passion. À très bientôt mes amis, pour une toute nouvelle histoire.